L'épisode que vous allez écouter vous est proposé en partenariat avec Indeed. Indeed, c'est la plateforme de recrutement qui vous permet de vous rendre visible, de rencontrer des candidats et de recruter en un lieu unique. Si vous n'avez pas le temps de passer des heures sur plusieurs sites d'emploi à chercher des candidats, Indeed est un partenaire puissant qui peut vous aider à chaque étape. Indeed propose des outils de matching qui vous mettent en relation rapidement avec des candidats qualifiés. Personnellement, ce que je trouve particulièrement intéressant, c'est l'intégration sur une même plateforme de tous les outils pour gérer les candidatures. Messagerie sécurisée, visio, suivi des candidats, analyse des campagnes, etc. Alors, si ça vous intéresse, pour commencer à recruter dès maintenant, Indeed vous offre en partenariat avec Monde Numérique un crédit de 100 € pour sponsoriser votre offre d'emploi. Pour en profiter, c'est très simple, il suffit d'aller sur go.indeed.com/monde. go.indeed.com/monde, les conditions générales s'appliquent. Monde Numérique. Un sommet pour l'intelligence artificielle, des innovations tous azimuts en IA et le phénomène DeepSeek qui continue. Et bien voilà, c'est l'essentiel cette semaine dans l'actu tech. On va revenir donc sur ce premier sommet sur l'IA qui démarre à Paris, avec déjà des annonces, notamment celle d'un futur super data center. L'actu, c'est donc également DeepSeek, qui aurait coûté en réalité bien plus cher que ce qu'on nous a annoncé. En tout cas, c'est ce qu'affirme une entreprise américaine. OpenAI réagit à DeepSeek et lance un nouveau service, Deep Research. Le français Mistral, de son côté, lance son application mobile, Le Chat, concurrente de ChatGPT. Comme chaque semaine, on se connectera avec le Canada. Je retrouverai mon camarade podcasteur Bruno Guglielminetti. On va parler de ce sommet de l'IA. Comment est-il perçu de l'autre côté de l'Atlantique ? Enfin, dans la deuxième partie de cette émission, on va revenir sur DeepSeek avec une interview exclusive, celle d'une journaliste chinoise que j'ai jointe sur place en Chine et qui nous dit tout sur cet événement, très commenté sur place. Enfin, à la veille du sommet sur l'IA, on s'intéressera à l'intelligence artificielle en entreprise avec une étude très sérieuse de l'OCDE, la première du genre. J'ai interrogé l'un de ses responsables. Voilà, j'espère que ça vous plaît. Bienvenue à l'écoute de Monde Numérique, l'hebdo, le meilleur de l'actu tech chaque samedi sur toutes les plateformes de podcast. C'est l'épisode du 8 février 2025. Monde Numérique, Jérôme Colombin. Avant d'aller plus loin, je voudrais vous parler d'un projet technologique innovant, c'est le projet Froghands, un nouveau mode d'expression sur Internet simple et hyper puissant. Imaginez des mini-sites très graphiques qui fonctionnent partout, sur ordinateur, smartphone, tablette ou même casque de réalité virtuelle, sans passer par un navigateur classique. Mais en plus, ce qui rend Froghands vraiment unique, c'est son concept basé sur un tout nouveau protocole, différent du web. Conçu pour être léger, sécurisé, centré sur l'utilisateur, ce protocole Froghands ouvre la voie à des usages totalement inédits. Alors Froghands est un projet français, conçu par une équipe d'ingénieurs passionnés. Froghands soutient Monde Numérique et va nous accompagner tout au long de l'année, et je vous tiendrai au courant semaine après semaine de l'évolution du projet. Pour en savoir plus, vous pouvez retrouver l'interview du fondateur Alexis Tamas sur ce podcast ou sur le site mondenumérique.info et rendez-vous sur le site f2r2.fr. 2 lettres de chiffre f2r2.fr. C'est donc une semaine sous le signe de l'IA qui s'annonce en France, avec ce sommet pour l'action sur l'intelligence artificielle qui ouvre lundi 10 février. Il est précédé d'une série d'événements et d'initiatives variées, surtout dans le domaine professionnel. Un sommet de l'IA, pourquoi faire ? Pour le savoir, rendez-vous dans l'épisode de Monde Numérique en date du 7 février. Je vous en parle, et notamment pour examiner les enjeux de ce sommet dans le contexte de la position de la France en matière d'intelligence artificielle, où, on le sait, il y a du bon et aussi du moins bon. On attend quelques annonces, évidemment, à l'occasion du sommet. L'une des premières est tombée dès cette semaine, jeudi 6 février. C'est celle de la construction prochaine d'un super data center, un gigantesque centre de données pour l'IA qui sera construit en France, on ne sait pas encore où, mais qui sera financé par les Émirats arabes unis. Un investissement de 30 à 50 milliards d'euros selon la présidence de la République.
Ce centre de données d'une puissance qui pourra aller jusqu'à 1 gigawatt fera même partie d'un ensemble plus vaste, un campus axé sur l'IA qui devrait être le plus grand d'Europe. Et par ailleurs, la ministre française chargée de l'IA, Clara Chapaz, a annoncé que 35 sites étaient d'ores et déjà prêts à l'emploi pour accueillir de nouveaux centres de données sur le territoire national. De l'IA toujours avec DeepSeek, la fameuse intelligence artificielle chinoise qui fait sensation depuis plusieurs semaines. On en parlait longuement la semaine dernière, on va en reparler cette semaine. DeepSeek, mais qui aurait en réalité coûté beaucoup plus cher à mettre au point, plus que les 6 millions de dollars annoncés par la start-up chinoise. En effet, selon une entreprise américaine spécialisée, SemiAnalysis, l'investissement réel de DeepSeek s'élèverait plutôt à 1,6 milliard de dollars. Et les 6 millions annoncés ne représenteraient qu'une infime partie des coûts correspondant uniquement à la phase de pré-entraînement du modèle. Voilà qui bouscule un peu l'idée d'une IA hyper frugale, fabriquée quasiment avec des bouts de ficelle, ou en tout cas pas grand-chose et pas trop de budget. L'investissement en matériel représenterait à lui seul 944 millions de dollars selon SemiAnalysis, et il y aurait aussi des centaines de millions investis dans la recherche et développement, le perfectionnement des modèles, le traitement des données, l'infrastructure globale et le salaire des chercheurs qui, pour certains, dépasserait les 1 300 000 dollars annuels en Chine. On va revenir sur ce sujet dans la deuxième partie de cette émission avec une interview exclusive, je vous l'ai dit, pour Monde Numérique. Interview de Shanhui Zhang, journaliste chinoise que j'ai joint en Chine et qui explique notamment que DeepSeek aurait surtout bénéficié de ses propres centres de données. C'est ça qui ferait que ça coûterait moins cher. Voilà, on en reparle tout à l'heure. Pendant ce temps-là, aux États-Unis, le principal rival de DeepSeek, OpenAI, de son côté, ne reste pas inactif et il veut le montrer. Le pionnier américain de l'intelligence artificielle, le papa de ChatGPT, a encore lancé un nouveau produit cette semaine. Ça s'appelle Deep Research. Ça a été lancé le 2 février. Deep Research est un agent d'intelligence artificielle intégré à ChatGPT qui est conçu pour mener des recherches complexes sur Internet. C'est-à-dire que l'outil est capable d'analyser et de synthétiser des informations provenant de diverses sources, des textes, des images, des fichiers PDF, etc., pour produire à l'arrivée des rapports détaillés. Selon OpenAI, cela permettrait de réaliser en 5 à 30 minutes, parce qu'il y a quand même un certain délai de traitement, des recherches qui nécessiteraient toutefois des heures de travail pour un humain. Deep Research est actuellement réservé uniquement aux abonnés pro de ChatGPT aux États-Unis avec une limite de 100 requêtes par mois. C'est évidemment une réponse, en tout cas en termes de communication, à l'annonce du modèle chinois DeepSeek. En France, ça bouge aussi en matière d'intelligence artificielle, pas seulement pour organiser des sommets. La pépite française Mistral a lancé cette semaine son chatbot, le chat, concurrent de ChatGPT, sous forme d'application mobile. Alors on pouvait déjà accéder à le chat en version web, on peut désormais le télécharger sur l'App Store et sur le Play Store. Le chat arrive après les applications mobiles de ChatGPT, Perplexity, Gemini, DeepSeek ou encore Grok. Autant dire qu'elle n'est pas la première, mais au moins elle est là. Désormais, vous pouvez l'utiliser, la tester, c'est gratuit et c'est français. Son fonctionnement est similaire à celui de ChatGPT ou de Gemini. On pose une question, on reçoit une réponse, ça marche plutôt bien. Et ce qui est intéressant, donc, c'est de voir cette pléthore maintenant de chatbots d'IA accessibles pour les smartphones sous forme d'appli, ce qui devrait contribuer fortement à leur adoption par le grand public. Et puis tiens, dans le même ordre d'idées, c'est l'opérateur Free Mobile qui innove en intégrant, la version pro payante de le chat dans son offre mobile. C'est-à-dire que les abonnés Free Mobile vont pouvoir et peuvent déjà accéder à le chat pro gratuitement pendant 1 an. Ça permet d'avoir des briefs d'actualité, des conseils sur des tas de sujets, de voyages et autres, sous forme de recommandations personnalisées, c'est-à-dire que le chatbot contextualise les recommandations sur la base de vos préférences. Voilà, il fallait le signaler. C'est une première en France pour un opérateur mobile, intégrer un chatbot dans son offre. Reste à voir et à tester tout ça pour savoir si ça correspond et si ça répond véritablement aux attentes. En France encore, une nouveauté également du côté de QTI, le centre de recherche en intelligence artificielle lancé par Xavier Niel, Rodolphe Saadé et Eric Schmidt. Cette nouveauté, c'est un assistant vocal capable de traduire du contenu audio avec la voix originelle du locuteur.
un outil de doublage en fait, en temps réel, qui en plus a une particularité, il n'a pas besoin d'attendre la fin d'une phrase pour commencer la traduction et le doublage. Ça s'appelle Hibiki. Je ne sais pas si c'est un hommage au whisky japonais du même nom. Et Hibiki s'appuie sur Moshi. Alors Moshi, c'est autre chose. C'est un assistant vocal qui a déjà été lancé par Qtile et qui avait précisément la particularité de répondre hyper vite, très très vite, presque même un peu trop vite quand on lui pose une question. Donc là, ils ont utilisé cette capacité pour en faire un outil de traduction. Et si ça va très vite, c'est intéressant, c'est parce que les modèles du Qtile ne passent pas par la phase de la conversion en texte. Ils analysent, ils reconnaissent directement l'audio et ils traitent l'audio sous sa forme native pour, dans le cas présent, renvoyer une traduction, un doublage. Alors pour l'instant, Hibiki est limité à une paire de langues, le français et anglais, et à seulement des séquences de 2 minutes. Mais évidemment, ça va s'améliorer et peut-être que demain, ça permettra de converser très facilement avec des gens qui ne parlent pas la même langue que nous, ou même à traduire des vidéos en temps réel à la volée. L'IA encore, l'IA dans les médias, c'est bien, mais l'IA pour piller les médias, c'est beaucoup moins bien. Et c'est la raison pour laquelle, eh bien, en France, 40 médias, dont Libération, Sud-Ouest, La Dépêche du Midi, etc., ont décidé de saisir la justice contre un site d'actualité, enfin de pseudo-actualité, qui s'appelle news.dayfr, soupçonné de pirater allègrement les contenus de ces médias. Il s'agit d'un site qui fabrique automatiquement, grâce à l'intelligence artificielle générative, des milliers d'articles par jour à partir de l'info trouvée par Internet. Ça porte sur des tas de sujets différents, notamment beaucoup d'articles d'actualité locale, française et internationale. C'est les raisons pour lesquelles on trouve donc beaucoup de journaux locaux, de médias locaux qui se sont associés à cette plainte. Les articles sont signés par des journalistes, mais qui, en réalité, visiblement, n'existent pas. Et c'est un vrai phénomène en réalité, car il n'y a pas qu'un seul site de ce genre. Il y en aurait, selon une enquête menée par Libération et par le média en ligne Next, il y en aurait au moins 1 millier actuellement en langue française. Ces sites publient donc des torrents d'articles sans un seul journaliste réel, juste avec de l'intelligence artificielle générative. D'ailleurs, ce n'est indiqué nulle part sur le site, et surtout en allant piquer l'info des autres. Le but, c'est d'occuper l'espace numérique, ils sont assez bien référencés sur Google, et de faire de l'audience, même si pour l'instant, il n'y a pas de publicité, on ne voit pas de pub sur ce fameux site Newsday.fr. Le problème aussi, c'est que l'IA, parfois, ça hallucine, donc les articles contiennent souvent des erreurs, de fausses informations. En gros, en plus d'être du vol de propriété intellectuelle, c'est de la désinformation, donc méfiez-vous si vous tombez sur ce genre d'article. Et on termine cette séquence actu, surtout consacrée à l'IA, vous l'avez compris, par un coup d'œil sur des outils pour détecter précisément les textes générés par intelligence artificielle. Bien pratique ce genre d'outils par les temps qui courent et pour certaines professions, comme par exemple les enseignants. Alors il en existe plusieurs en réalité de ces outils. J'ai testé récemment un site qui s'appelle zerogpt.com et qui n'est pas mal du tout. Il vous indique sous forme de pourcentage des portions de texte qui sont possiblement issues d'un outil de génération par intelligence artificielle. Donc zerogpt.com en toutes lettres. Et puis le navigateur Firefox intègre désormais un outil de détection de deepfake, ça s'appelle Deepfake Detector. C'est une extension qu'il suffit d'installer sur Firefox qui permet ensuite de sélectionner du texte à l'écran et ensuite en un clic de savoir si c'est vrai ou si c'est fake ou si c'est partiellement généré par de l'IA, par exemple sur un site marchand pour savoir si les avis sont authentiques, etc. Bien sûr, malgré tout, ces outils ne sont pas infaillibles, mais ça va quand même dans la bonne direction. Deepfake Detector est disponible pour l'instant uniquement en anglais. Voilà, c'est tout pour l'actu qu'il ne fallait pas rater cette semaine. Et on accueille tout de suite dans Monde Numérique mon camarade Bruno Guglielminetti pour la suite de l'hebdo. Le débrief transatlantique. Jérôme Colombin à Paris, salut. Salut Bruno Guglielminetti à Montréal, comment vas-tu? Ben bien, et surtout, là, je suis en train de m'en faire pour toi parce que, écoute, c'est une question de jours, sinon d'heures, au moment où les gens écoutent. Le sommet de l'IA, c'est bientôt, et déjà, tu es dans le off-sommet de l'IA, là. Ah ouais, ça y est, là, on ne parle que de ça en ce moment. Le sommet de l'IA. Ça s'appelle exactement le sommet pour l'action de l'IA, ou pour l'action sur l'IA. Tu vois, c'est une manière de dire, voilà, il y a de l'IA, on n'est pas forcément, nous, les Européens et les Français,
les plus en avance dans ce domaine, mais on a quand même un mot à dire et on veut faire entendre notre voix. Donc c'est un peu ça le Mmh. truc, quoi. Mais Jérôme, quand tu regardes ça là, d'un recul, bon, parce que ça avait été annoncé il y a quand même un moment, as-tu toujours l'impression que, je présume, parce qu'à l'époque, on le voyait comme ça, as-tu l'impression que c'est d'abord et avant tout une opération de relations publiques de la France? Oui, très clairement, il y a de ça, hein, si tu veux. Ça émane d'un comité qui est rattaché à la présidence de la République. L'idée, bien sûr, c'est de montrer, de sortir les muscles, de montrer un peu ce qu'il est possible de faire et puis que ça fasse du bruit médiatique. Donc on fait venir tout le monde, Sam Altman, Elon Musk est invité, mais à l'heure où on enregistre, je ne sais pas s'il viendra ou pas. En plus, ce serait un peu paradoxal parce qu'en même temps, Elon Musk, c'est le grand méchant loup, hein, vu de chez nous aujourd'hui, vu de beaucoup d'endroits d'ailleurs. Je crois que chez vous, c'est un peu pareil. Ouais. Heu, mais donc c'est une grosse entreprise de relations publiques. C'est aussi, et ça c'est bien, l'occasion de parler de l'intelligence artificielle, y compris dans les médias grand public, hein, il y en a partout, en ce moment. Mais il faut rappeler malgré tout que c'est pas tout à fait une première parce que c'est les Britanniques qui avaient initié Mmh. ça Il y en a 1 an et demi 2023. environ, ouais. Exactement, et ça avait fait beaucoup de bruit. On s'était dit: «Waouh, ils prennent, le dossier de l'IA, ils prennent le taureau par les cornes, ils sont quand même forts, ces Anglais» et cetera. Donc c'est un petit peu la continuité, et je ne sais pas trop, à l'heure où on se parle, ce qui va en ressortir de ce sommet, pour tout te Ouais. dire. Mais il est de toute façon, exactement, puis c'est important de le dire, à l'heure où on se parle, il est trop tôt pour en parler. Sauf que, parallèlement, puis c'est un peu de ça que je veux t'entendre parler, hem, il y a des choses qui se passent. Il y a énormément il y a des satellites autour de cet événement-là, là. Oui, écoute, pour ne rien te cacher, je reçois tous les jours, par mail, des communiqués, pour m'annoncer qu'il va y avoir, telle conférence, telle, assemblée plénière, telle présentation et cetera. Mais d'ailleurs, la Heu, fin de semaine en est pleine. Moi, je regardais des gens qui font partie des délégations. Ils ouais. ont leur agenda plein le samedi, dimanche. Ah oui, oui, non, il y a plein de trucs à faire. Bon, très franchement, c'est pas, heu, sans familiarité, mais on va dire c'est pas hyper sexy comme on dit chez nous Mmh. en termes journalistiques. C'est-à-dire, c'est pas des trucs super attirants. C'est très business Ouais. d'abord, et c'est pas très novateur. Ça fait un peu, bon, bah, voilà, il faut parler d'IA cette semaine, alors on se met autour d'une table et puis on va parler d'IA. Moi, j'attends de voir s'il y aura vraiment des annonces, en termes de technologie, pourquoi pas, et puis peut-être des annonces politiques également, hein, et ça, ce sera plutôt en début de semaine prochaine. Cela dit, il y a déjà quelques petites choses intéressantes. Il y a, par exemple, à l'occasion du sommet de l'IA, la société Mistral AI, qui est un peu notre Mmh. pépite, Ah ouais. notre pépite en Votre matière d'IA, DeepSeek à vous? voilà, qui vient de lancer son chat qui s'appelle Le Chat sous forme d'application mobile. Mais bon, ils arrivent après tout le monde, hein. Il y a déjà l'appli d'OpenAI, il y a déjà l'appli d'Anthropic. Bon, bah, voilà, il y a aussi en plus maintenant l'appli de Le Chat. Et puis, il y a d'autres choses qui n'ont rien à voir, mais qui sont pas inintéressantes, au niveau européen. Et par exemple, cette semaine, il y a un truc qui a pris un petit coup d'accélérateur. C'est une initiative qui s'appelle Open Euro LLM. Et en fait, pour faire court, c'est un petit peu si on peut dire, la réponse européenne au projet Stargate américain, en fait. Mais pas C'est-à-dire avec les mêmes, budgets. pas avec les mêmes budgets en effet. Là, si tu m'attaques tout de suite sur les gros sous, on va passer pour des rigolos. Puisque en effet, Stargate, bah, voilà, on est à 500 milliards de dollars, hein. Enfin non, on n'y est pas d'ailleurs, hein, parce que c'est ce qui a été Non, non. annoncé, C'est mais d'abord 100 milliards, oui. pardon, et puis après, le reste de la balance dans les 5 ans qui suivent. Voilà, et puis en plus, ils n'ont à ce jour que, je crois, à la moitié, ils ont que 50 milliards dans les caisses. Que Bref, nous, le projet Open Euro LLM, écoute, alors l'objectif, c'est d'arriver à 52 millions. Donc effectivement, c'est 10 fois moins. Mais c'est pas ça le problème en réalité. OK, les gros sous, c'est bien, les Américains feront toujours mieux. Mais là, c'est la démarche qui est intéressante. Il s'agit vraiment d'essayer de créer en fait une famille de ce qu'on appelle des grands modèles de langage, de fondation, qui seront utilisés. Alors, et ce sera vraiment européen. Déjà, ce sera fait pour tourner sur des supercalculateurs européens et avec on va dire les valeurs, de l'Union européenne et avec les datas de l'Union européenne. Donc, wow! c'est là où ça devient intéressant, si tu veux. Tout ça évidemment basé sur l'open source, et ça aussi, je trouve que c'est une démarche qui est, intéressante. C'est que l'open source, on a l'impression que c'est l'arme du
j'allais dire l'arme du pauvre, ou en tout cas, c'est l'arme Ah, du challenger, quoi, l'open ouais, source. ouais, puis mais ce que je trouve intéressant, c'est que là, vous êtes vraiment en train de mettre en place une solution. Tu sais, ça fait longtemps qu'en Europe, on parle de souveraineté numérique, mais là, vous êtes à 2 pieds dedans, là, avec ça. Ouais, exactement, c'est la démarche. Alors bon, je sais pas trop ce qu'on sait pas trop ce que ça donnera, hein, pour l'instant, mais il y a et ça réunit beaucoup d'universités, d'entreprises. Il y a aussi l'Union européenne qui est dedans, et cetera. Donc, au moins, c'est en route. Mais, maintenant, tu sais, chat échaudé craint l'eau froide, et on Ouais. a déjà eu des projets européens, on voulait faire Tu un penses à Google Lucie? européen. Non, je pense pas à Lucie. Non, Lucie, c'était le petit modèle d'IA dont on a parlé la semaine dernière, mais on va pas revenir sur sur cet incident. Non, non, mais on a eu des velléités de faire un Google européen, de Ouais. faire le GPS européen, il existe en revanche, hein, Mmh. et Tout à c'est fait. plutôt une réussite. Donc C'est voilà, Galiléo, hein? c'est Galiléo, tout à Ouais. fait. Donc voilà, on baigne dans l'IA en ce moment, et on attend de voir, ce qui va en Ouais. sortir. Mais je veux quand même t'entendre sur un autre aspect de l'IA en Europe, ben, puis en France particulièrement, c'est que ça quand je te parlais d'une grande campagne de relations publiques, c'est vrai pour la France vers le monde, mais c'est aussi vrai pour le gouvernement vers sa population. Parce que les derniers chiffres qui sont sortis par rapport à la confiance des Français par rapport à l'IA, on n'est pas encore rendu à quelque chose de vraiment, impressionnant, là. Tu as tout à fait raison, et d'ailleurs moi j'ai fait un édito sur Monde Numérique, à ce sujet-là, parce que je pense que le vrai point clé dans cette histoire-là, c'est la confiance. Il y a un sondage, c'est peut-être à ça que tu fais allusion, qui date d'il y a quelques mois et qui montre que 79 des Français n'ont pas confiance dans l'IA, ont même peur de l'intelligence Mmh. artificielle, et ça peut s'expliquer parce que, alors, il y a des risques réels, Ben ouais. toi et moi, on en parle très souvent, mais il y a aussi tout un discours médiatique qui est pas optimiste, qui est pas joyeux, sous prétexte de vouloir éveiller les consciences, alerter sur les risques potentiels. Et ben, quand tu écoutes, les médias généralistes, tu as l'impression que l'IA, c'est la fin du monde, quoi. Ouais. Et ça, c'est dramatique. C'est-à-dire C'est qu'on assez parle beaucoup rabat-joie. plus. Oui, Ouais. c'est très rabat-joie. On parle plus des problèmes, des biais et autres que des perspectives, alors que les perspectives, qu'elles soient économiques ou même, en termes d'émancipation de l'être humain, enfin, toi comme moi, on est convaincus que ça va apporter beaucoup de choses. Donc voilà, je pense qu'il y a vraiment l'équation, elle est là. C'est arriver à, faire ouvrir les yeux et être très lucide sur les problèmes, c'est vrai, le problème environnemental, et Mmh mh. Mmh. cetera, et en même temps ne pas, casser le jouet et ne pas casser le moral à tout le monde. Il faut et moi je Belle pense que expression, ouais. voilà, et ce que je dis dans mon édito de vendredi dernier, c'est que en fait, ce sommet, il aurait dû s'appeler le sommet pour la confiance dans l'IA. Ça aurait donné tu vois, un petit coup de boost, quoi. Ouais, Mais bon, ouais, ouais, ouais. ouais, mais on m'a pas demandé mon avis, donc Ah, c'est une question de temps, hein. Je suis sûr que la prochaine édition, ça sera ça. Mais, écoute, je veux juste, te dire que, les Français sont quand même moins, craintifs ou préoccupés par l'IA que les Québécois parce qu'il y a un sondage qui est sorti cette semaine, qui vient de l'Université Laval et qui dit que 9 internautes sur 10 qui connaissent les outils, d'IA, ben, sont préoccupés. Évidemment à différents niveaux et concernant différentes choses, mais, c'est oui, écoute, c'est eh dans l'air oui, du temps parce que exactement pour les mêmes raisons que tu dis, disons que l'image de l'IA en prend pour son mal, puis quand tu parles avec des gens qui l'utilisent, comme nous, mais aussi dans des entreprises, tu vois que les gens, ils trouvent leur intérêt puis ils font des gains avec ça, mais bon, à ce qu'on ne connaît pas ou à ce qu'on utilise plus ou moins bien, on peut être bien sûr. craintif. Ouais, Mais préoccupé, c'est sain, ouais, effectivement, d'être préoccupé. Toi et moi, on est préoccupés aussi par ces ouais, oui. ces choses-là, même si Ben, on toi, est tu très passes tes ouvert. journées à être préoccupé. Ah, moi, je suis très préoccupé. Le matin, je me lève, je suis préoccupé, mais bon, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu veux? On vit avec, hein. Ben oui, ouais. Ben, ça, c'est Mais plus ta conjointe, nous, on est tranquille. Ouais, ouais. enfin, voilà. Bruno, de quoi parles-tu cette semaine dans ton carnet? Écoute, je suis tellement content que tu me poses la question. On va rester en France. Je ne sais pas si tu as vu passer cette semaine, il y avait une enquête dans Le Figaro sur, le SLOP. Ces publications, qui sont générées par, l'intelligence artificielle et qu'on trouve de plus en plus dans les réseaux sociaux. Oui, Alors, bon, ben, c'est Chloé Wattier, qui est, rédactrice en chef de la section économie, là, de ouais, Figaro, que je connais, ouais. qui a fait cette enquête-là. Et c'est vraiment intéressant ce qu'elle nous raconte. Elle a parlé avec des gens qui sont derrière ça, puis des gens du milieu. Et donc, on parle de ça. Il y a une grosse rencontre qui se tient à la fin du mois, de février. Et ça, c'est intéressant. Ça se tient à Montréal.
Montréal, au Palais des Congrès, et c'est une rencontre des gens du monde de la création. Donc, pense autant dans l'industrie du jeu vidéo, télé, les arts, la chanson, le cinéma, bon, tous les créatifs. Et donc, c'est une rencontre pour à la fois parler de ce que des gens ont réussi à faire, mais aussi Mmh. les défis qui restent à faire. Et c'est, oui, des gens du Canada, mais aussi beaucoup de gens de l'extérieur qui viennent faire un tour. Et c'est intéressant parce que j'ai l'entrevue que je fais avec le patron de cette expo-là me faisait prendre conscience que il y a beaucoup de rencontres à l'heure actuelle. Bon, il y en a une en France présentement, là, qui parlent de l'IA pour la société, qui parlent de l'IA dans le domaine des affaires, dans le domaine de l'économie en général. Mais l'IA dans le monde créatif, il y a très peu de rencontres sur le sujet et je trouve ça intéressant. Alors, entrevue là-dessus. Et puis Très aussi, intéressant. ouais, et puis aussi, ça, j'avoue que je me suis permis une petite percée dans ce domaine-là. Il y a un monsieur que je connais qui fait partie, c'est un pionnier de l'Internet ici au Canada, et il a développé une application qui est presque un thérapeute personnel et qui l'a dit, il n'y a pas de médecin, il n'y a pas de spécialistes qui ont travaillé à ça, mais lui, il a développé donc un agent conversationnel, si tu veux, qui lui permet d'avoir sa propre thérapie à lui et qui Ah lui ouais, pose des questions, qui lui permet de ventiler un peu. Bon, toi, tu es préoccupé à tous les jours, là, ça te fait peut-être du bien. Mais donc, cet outil-là lui c'est pas vrai, permet. hein? Non, non, je sais, c'est des blagues. Mais donc, cet outil-là lui permet d'avoir son propre thérapeute et Ah quand ouais, pas mal. il en a besoin, ben, il le contacte sur son téléphone ou son ordinateur et puis il a sa propre session de Donc thérapie avec. un support, psychologique, en fait? Exactement, mais vraiment dans la relation d'aide. Et puis encore là, je le répète, hein, c'est pas un truc médical, pas fait avec des scientifiques, sauf que Ouais. pour lui, ça fonctionne et il se dit: «Je veux en parler parce que il y a peut-être des gens pour qui ça pourrait fonctionner aussi» et c'est surtout, puis moi, c'est pour ça que je veux en parler, c'est surtout l'idée que, tu sais, on vient d'en parler là, des bénéfices de l'IA, ben, c'est un autre bénéfice. D'avoir cette possibilité d'arriver à développer un outil qui peut nous faire du bien à nous, pas aux voisins, mais Ouais, à ouais, nous. Ben, tout c'est à aussi fait. ça l'IA. Exactement et c'est vrai que ça devient d'ailleurs un vrai phénomène, hein, ces assistants, avec lesquels on parle. Enfin, c'est plus que Ouais. des assistants, c'est Ah ouais, des confidents, des amis et un cetera, correspondant, ouais, c'est ça. un correspondant et cetera. Beh, alors là, c'est pareil avec plein d'aspects bénéfiques comme ce que tu viens de décrire et puis, des choses parfois plus inquiétantes. Aux États-Unis, il y a un chercheur c'est quelqu'un qui faisait des recherches sur ces outils-là et une fois de plus, qui était face à une IA qui, lui a conseillé de se suicider et qui, en plus, lui envoyait des rappels pour lui dire: «Eh, ça y est, tu as fait ce que tu as C'est dit, non. Si». Donc c'est heureusement, lui, il avait fait ça à titre Ouais. de recherche, mais voilà, c'est vrai que c'est assez inquiétant et ça devient, dans à certains endroits, heu, un vrai phénomène. Des gens Mmh. qui ont toujours leur petit assistant, qui discutent en permanence avec ces personnes, avec ce chatbot virtuel. Et alors c'est évidemment, bah, le chatbot, il est toujours de ton avis, hein, et puis il est flatteur, voilà, c'est un côté un peu narcissique alors que OK. et au risque de se déshabituer des vraies conversations avec les vrais gens, en fait, où parfois, bah, c'est pas aussi simple. Il peut y avoir des frictions et cetera. Enfin bref, tout ça, c'est pas notre cas, ça nous concerne pas, hein. Non. Jérôme, tu parles de quoi cette semaine? Alors cette semaine, écoute, moi j'emmène mes auditeurs, très, très loin, en Chine. Tu as Eh vraiment oui. du budget, toi, hein? Pouh! Ah ouais, OK. no Ouais. la maison ne recule devant aucun sacrifice. Parce que je t'apprendrai pas qu'il se passe des choses en Chine, hein, Heu, on l'évoquait la semaine dernière et notamment DeepSeek. Donc bah, écoute, j'ai la chance d'être, entré en contact avec une journaliste chinoise, et qui en plus est passée par la France pendant 1 an ou 2 et elle parle parfaitement bien, français et donc elle me raconte, DeepSeek, comment le phénomène DeepSeek est vécu en Chine, qu'est-ce que c'est que cette entreprise, comment se porte la tech, chinoise et cetera et c'est évidemment très, très intéressant, même si quand on l'écoute, évidemment, bien, on se dit que, on fait le même métier, mais pas tout à fait de la dans le même même contexte. manière et dans le Ouais. même contexte, évidemment. Et elle a inévitablement, voilà, je serais curieux de savoir comment mes auditeurs vont percevoir ça, parce que elle est, je pense, elle-même parfaitement honnête et de plein de bonne volonté. Mais si tu veux, on sent bien qu'il n'y a pas, de la part de journalistes chinois, le recul qu'il peut y avoir.
par rapport à la situation dans le pays, comme nous, on peut se Ouais. permettre de critiquer aisément les autorités, les pouvoirs publics, etc. chez Ouais, nous. mais j'allais dire, mais quand même, tout de même, d'avoir le point de vue de quelqu'un qui est sur place, Absolument. ça, c'est un regard que nous, on n'a pas, ça, et c'est précieux. Et voilà, c'est Ouais. exactement ça et c'est ce que je me suis dit et c'est tout à fait précieux et tout à fait Ben, merci. intéressant et en Ouais. plus elle nous donne plein d'informations, sur ce sujet-là. Et ben, je te propose qu'on se retrouve la semaine prochaine et on aura peut-être un peu plus de choses à se raconter sur le sommet de l'IA. Qui sait? Est-ce qu'il y aura de véritables annonces et de choses importantes? Alors Est-ce moi, je qu'on suis va certain qu'on va avoir des choses à discuter avec ce sommet-là. espérons-le. Salut Salut. Bruno, à la Bye, prochaine. Jérôme. Monde numérique, le meilleur de la tech. Pour cette deuxième partie de Monde numérique, les invités, eh bien, je vous emmène donc, comme promis, en Chine. Et ensuite, on s'intéressera à l'IA dans les entreprises à l'occasion et à l'approche du sommet de l'IA de Paris. Bonjour, Shan-Hui Tsang. Bonjour Jérôme. Merci d'être avec nous en ligne depuis la Chine. Vous êtes journaliste à China Global Television Network. Vous avez passé quelques années en France et vous parlez du coup parfaitement bien le français. Vous suivez beaucoup de sujets et entre autres la tech, les sujets technologiques. Alors, c'est super intéressant de vous avoir parce que on ne parle que de la Chine, on ne parle que notamment de DeepSeek en ce moment en Europe, aux États-Unis aussi. C'est vrai que la sortie de l'IA DeepSeek a fait vraiment beaucoup de bruit dans le monde entier. Vous pouvez nous parler un petit peu de cette entreprise DeepSeek et de son créateur? Enfin, c'est qui exactement? Est-ce qu'ils étaient connus avant et c'est quel profil? Alors, on va peut-être commencer d'abord par ce créateur du DeepSeek qui s'appelle, Liang Wenfeng. Il est très jeune et Liang Wenfeng, en effet, il a étudié à l'université de Zhejiang, donc à Hangzhou, Mmh. dès le départ, et dès ses années d'études, il était déjà convaincu que l'intelligence artificielle représenterait le futur. Et là, il a consacré sa thèse de fin d'études à l'optimisation de l'algorithme pour, les caméras à faible coût. Et ensuite, en 2008, quand il était encore étudiant, il commençait à déjà collecter des données sur les marchés financiers. Il utilise des techniques d'apprentissage automatique pour l'investissement algorithmique. Et ensuite, en 2015, il a d'abord fondé euh, une entreprise qui s'appelle Huanfang Quant. Alors, à quoi ça sert cette entreprise? C'est une entreprise de gestion quantitative dans laquelle il applique déjà l'intelligence artificielle et le machine learning D'accord. dans les stratégies d'investissement. Donc au début, c'est surtout une entreprise en lien avec l'investissement dans la bourse, dans le marché financier. Et c'est finalement 2023 que M. Liang Wenfeng a annoncé sa volonté de s'attaquer au domaine de l'intelligence artificielle générale. Et c'était en 2023 qu'il a créé DeepSeek. Donc en effet, c'est une entreprise très très jeune. Mmh. Et d'ailleurs, c'est aussi ce qui a surpris, je pense que toute la sphère américaine, c'est de voir une équipe si jeune. Contrairement à d'autres entreprises de l'intelligence artificielle chinoise, DeepSeek préfère miser sur les jeunes talents. Ce sont les jeunes talents qui n'ont pas grande expérience professionnelle. La plupart des ingénieurs et des chercheurs, en effet, ils n'ont que entre 1 an et 5 ans d'expérience. Et d'ailleurs, certains sont fraîchement sortis de l'école, ce sont des doctorants. Et aussi, par exemple, un chasseur de tête raconte que DeepSeek ne veut quasiment pas de profil ayant plus de 8 ans d'expérience. Donc en fait, l'idée, c'est de construire une structure d'entreprise à plat. C'est-à-dire, malgré une croissance rapide, DeepSeek maintient une organisation très horizontale et que les choses changent très vite. Cette approche, en effet, diffère d'autres entreprises de l'intelligence artificielle qui optent souvent pour les managements plus traditionnels et verticaux. Mais cette fois-ci, c'est vraiment valoriser ses compétences, valoriser l'initiative individuelle et aussi de créer une ambiance d'encouragement, d'optimisation dans l'innovation. Et d'ailleurs, ce qui me touche beaucoup personnellement, c'est aussi leur motivation. Qu'est-ce qui les motive? Dans l'organisation, c'est davantage la curiosité, l'envie d'essayer, c'est davantage, c'est davantage de ce côté explorateur qui m'a marqué, de se lancer dans cette aventure. Ouais. Donc c'est ça peut-être aussi, qui est
un point fort, une qualité chez les jeunes. Ouais, Donc ouais, ouais. aujourd'hui, on a bien vu, ça n'a attiré non seulement les Chinois, mais aussi en Inde et aux États-Unis. Donc c'est quelque chose qui est motivé par les jeunes. Donc c'est ça que j'ai trouvé très précieux, ce Mmh. côté, sur DeepSeek. Dites-moi, Chandru, il y a un aspect qu'on peut pas passer sous silence, hein, DeepSeek, ça a été un peu une claque pour les Américains, tout d'un coup Mmh. Mmh. et ça a été presque une petite bouffée d'oxygène, à l'inverse, pour les Européens qui se sont dit: «Tiens, peut-être qu'on Mmh. peut faire de l'intelligence artificielle, pas trop cher, avec, moins de moyens et cetera». Mais en même temps, il y a déjà, un début de polémique. Enfin, très vite, il y a une espèce de polémique qui est arrivée. On a dit qu'en fait, DeepSeek, l'entraînement aurait coûté beaucoup plus que ce qui était annoncé, hein, 6 000 000 Mmh. $, mais en fait, il paraît que ça aurait coûté jusqu'à 1,5 milliard. Bon, ça, c'est difficile de savoir. Et puis, OpenAI dit que DeepSeek l'a copié, mais en même temps, OpenAI a sorti tout de suite après un nouveau modèle qui visiblement a recopié DeepSeek. Donc, voilà, il y a une espèce de guéguerre, c'est presque géopolitique. Est-ce que tout ça, est-ce qu'il en est question également, en Chine? En Heu Chine, effectivement, on a parlé de ce sujet, les médias ont évoqué de ce sujet. Après, ce qui est intéressant, c'est que, par exemple, là, en ce moment, vous regardez les résultats. Aujourd'hui, OpenAI, c'est toujours, avec ce OpenAI, pas malgré de son nom open, en fait, c'est fermé, ouais. au niveau de source, parce que là, du côté de DeepSeek, c'est open source. Donc ça veut dire qu'en fait, c'est, Bah, OpenAI, il était aussi au début, hein. Au début, ils étaient ouverts. Après, ils se sont fermés. donc vous voyez, donc c'est en fait, c'est 2 stratégies différentes, entre OpenAI et DeepSeek. Et d'ailleurs, cette fois-ci, ce qui est intéressant, j'ai quand même regardé de près sur quels sont en effet les moteurs, quelles sont les technologies qui ont contribué à cette amélioration, pour baisser, le coût de développement. D'abord, si DeepSeek V3 est parvenu à boucler son entraînement avec moins de 2,8 millions d'heures de GPU et environ 6 000 000, donc en fait, c'est un petit peu moins de 6 000 000. C'est à peu près, 5 5,7, c'est ça? 500 000, Ouais. heu, voilà, donc 5 600 000 à peu près de Mmh mh. dollars de budget. C'est grâce à l'importance accordée à l'efficacité du calcul. Donc en fait, c'est une manière de, raccourcir la durée totale d'entraînement et aussi diminuer le coût en ressources. Et puis de l'autre côté, l'infrastructure matérielle, heu, qui était déjà là, depuis 2012. En effet, quand vous avez une très belle infrastructure qui est déjà préparée, qui est déjà prête, en effet, à pouvoir être utilisée. Par exemple, en 2012, Quant accumulait déjà progressivement les GPU. Donc ça veut dire qu'en fait, ils ont beaucoup d'avance par rapport à d'autres entreprises, que ce soit pour les entreprises américaines ou les entreprises européennes, parce que c'était depuis 2012, depuis il y a plus de 10 ans, ils se sont déjà rendus compte de l'importance des GPU. Et donc d'abord, une seule carte, puis une centaine en 2015, et puis un millier en 2019, et enfin 10 000 cartes. Donc en effet, ils ont un très beau stock de GPU, déjà à partir de 2012. Et donc, au lieu de recourir exclusivement à l'infrastructure de cloud public ou à l'hébergement dans les centres externes, eh bien, l'entreprise a progressivement construit ses propres centres de données et a investi sur le long terme dans la série de plateformes de deep learning, Yinghuo, en Chine ça s'appelle. Donc, étant donné que tout le matériel était en interne, il n'était pas nécessaire de payer les frais de location élevés à un fournisseur de cloud public. Donc, en fait, cela a permis de réduire le coût. Il y a aussi le côté de l'accumulation des compétences et d'expérience, puisque, encore une fois, ils ont utilisé l'expérience qu'ils ont déjà accumulée avant avec Juan Fang Quant, qui dispose de nombreuses années d'expérience dans le domaine de l'investissement quantitatif et aussi de la machine learning, ce qui leur a permis de maîtriser efficacement la mise en place et aussi l'exploitation des plateformes de calcul. Voilà, donc je pense que ce sont quelques facteurs qui ont contribué, qui expliquent pourquoi finalement ça coûte pas tant cher que Mmh ça, mh. Mmh que ce mh. qu'on a imaginé, parce que c'est peut-être, je dirais, c'est peut-être la seule entreprise en ce moment en Chine, qui a une vision
très, très longue et qui a su s'y prendre très tôt. Et alors Mmh. justement à propos de ces cartes graphiques donc qui sont le nerf de la guerre parce que c'est ce qui permet d'entraîner les modèles, c'est toute la puissance informatique. On Mmh. sait qu'il y a l'embargo américain qui limite l'exportation de cartes et malgré tout DeepSeek n'a pas pu accéder aux cartes de toute dernière génération. Est-ce Mmh. qu'aujourd'hui, enfin est-ce que vous savez si ils craignent par exemple de nouvelles restrictions de la part des Américains? Effectivement, là, à l'heure où on parle de ce sujet, il y a des nouvelles politiques sont tombées, hein, de la part des États-Unis. Il y a encore davantage de restrictions, évidemment. Et là, encore une fois, face aux politiciens américains qui continuent d'exploiter les questions de cybersécurité pour, diffamer ou calomnier la Chine et aussi, en effet, sur l'interdiction sur certaines puces, Mmh. eh bien, la porte-parole du ministère des Affaires étrangères, je me rappelle, c'était, l'année dernière, madame Hua Chunying, elle a souligné: «Ce qui ne te tue pas te rend plus fort». Mmh. Je pense que c'était un peu ça, un peu la logique de développement en Chine. C'est que la Chine, elle essaye toujours de se développer, toujours, de construire ses propres technologies dans les temps les plus difficiles. Et là, le résultat, c'est qu'elle a réussi, à avoir ce premier modèle, à avoir ce premier essai réussi et peut-être que bientôt il y aura un deuxième, un troisième, une troisième entreprise ou quatrième entreprise qui va ensuite, d'une certaine manière, bouleverser ou donner une nouvelle souffle, un nouveau souffle au monde technologique. La Chine, qui a toujours défendu la coopération internationale en matière de technologie, surveille en effet de près la possibilité de nouvelles mesures de réduction de la part des États-Unis. Par exemple, s'il y aura des restrictions supplémentaires sur l'importation des cartes Nvidia. D'abord, il est vrai que certaines politiques américaines qui invoquent la sécurité nationale pour limiter l'accès à DeepSeek, elles pourraient aujourd'hui encore, dans un proche avenir, durcir l'exportation de certaines technologies stratégiques. Mais en effet, la situation est plus complexe qu'il y paraît. Et aujourd'hui, malgré les menaces politiques, les grands noms américains comme Nvidia, le AMD, continuent d'optimiser leurs plateformes pour prendre en charge DeepSeek. Donc là, Mmh. de ce point de vue-là, vous voyez bien qu'il y a une fusion d'une certaine manière de technologie. C'est aussi une preuve d'un intérêt économique mutuel. Par Bien sûr. exemple, Meta, cette entreprise, va même aller jusqu'à saluer l'essor de DeepSeek. C'est ce qu'a fait, le directeur, Mark Zuckerberg, qu'il considérait comme un accélérateur de la course mondiale à l'intelligence artificielle. Et quant au succès de DeepSeek, il incarne aussi la montée en puissance des modèles open source capables de rivaliser avec des solutions fermées, tout en réduisant drastiquement les coûts. C'est peut-être aussi l'un des avantages que voit le monde en ce moment chez DeepSeek. Et enfin, il faut également souligner que la Chine dispose de plusieurs leviers pour atténuer l'impact d'éventuelles restrictions. Par exemple, la Chine pourrait diversifier ses approvisionnements, la Chine pourrait renforcer ses filiales locales et aussi, en effet, pour construire de nouvelles entreprises dans ce domaine. Et ensuite, elle pourrait également, par exemple, inventer ou proposer une nouvelle solution politique, à ce sujet ou encore aussi de renforcer, sa capacité dans la recherche sur les puces de l'intelligence artificielle. Mmh. Donc aujourd'hui, on peut dire que malgré la crainte de voir l'accès aux technologies américaines se resserrer, la réalité économique incite les grands acteurs du secteur aujourd'hui à garder le contact avec l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, il faut voir que les grands dirigeants de haut niveau, ils ont déjà commencé à prêter davantage attention au développement de l'intelligence artificielle en Chine. Merci beaucoup, Shanrui Zhang, journaliste à China Global Television Network. Bonjour, Steinbrocker. Bonjour, bonjour. Vous êtes économiste à l'OCDE, donc l'Organisation de coopération et de développement économique, qui publie à la veille du sommet sur l'IA de Paris
Une étude sur l'utilisation de l'intelligence artificielle en entreprise. C'est une étude qui a été effectuée auprès de plus de 6000 cadres dans 6 pays, dont la France. Et le résultat est assez intéressant parce que ça révèle pas mal de choses. Donc d'abord, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu où en est l'adoption de ces outils? Alors, c'est l'IA, mais c'est des outils d'automatisation d'une manière un peu générale. Où ça en est dans les entreprises? Oui, alors il faut spécifier qu'on parle d'une forme d'IA assez spécifique, qui est l'IA pour, la gestion, algorithmique. Donc c'est l'IA qui va remplacer des tâches managériales. Donc qui va prendre des tâches de cadre des tâches par exemple pour donner des instructions aux travailleurs, pour surveiller les travailleurs, pour les évaluer. Et donc ce sont ce genre d'outils qu'on va regarder dans cette étude. Alors, vous posez la question sur l'adoption, c'est vraiment une des premières études qui nous donne une bonne vision sur, l'adoption de ce genre d'outils au sein des entreprises. Et au fait, l'étude nous a surpris parce qu'on a trouvé que ce genre d'outils, ce genre de pratiques sont déjà, la norme, au fait, très, très commun, aux États-Unis surtout, où on voit un taux d'adoption de 90, mais on trouve, un taux d'adoption un peu plus bas au Japon, où on a un taux d'adoption aux alentours de 40. Et alors, comment sont perçus ces outils et quel est le bilan, finalement, qu'en tirent, aussi bien les travailleurs que les cadres que vous avez, interrogés? Alors, en général, les cadres sont assez positifs sur ce genre d'outils, ce genre d'intelligence artificielle. Surtout dans l'effet que ces outils ont sur la qualité des décisions managériales. Ça leur permet de prendre des décisions plus rapides, de plus informées, plus objectives. Donc en général, ils sont assez positifs sur l'impact sur leur travail, aussi sur leur qualité de travail. Donc ils prennent plus de plaisir dans leur travail. Ils ont moins de stress. Ce sont des outils qui aussi, vont automatiser certaines tâches répétitives. Donc, on a quand même un retour assez positif des cadres sur l'utilisation de ces outils sur leur propre travail. D'accord. Mais ils ont quand même des inquiétudes aussi. Quelles inquiétudes? Heu, Par exemple, une des inquiétudes qu'on entend souvent avec ce genre d'outils, c'est, ils prennent des décisions automatisées et avec l'IA en général, on sait qu'il y a des inquiétudes autour des biais, de la discrimination et cetera. Et c'est vrai que les cadres qu'on a interrogés, dans cette étude nous disent exactement que, bon, certains cadres, aux États-Unis par exemple, ils nous donnent l'impression qu'ils pensent que la gestion algorithmique pourrait avoir un effet positif sur, la discrimination, sur les billets, de les réduire, au fait. Mais ce n'est pas ce qu'on entend en Europe ou au Japon, où ils nous disent que ça n'a aucun effet ou, dans certains cas, même que ça pourrait, les aggraver. Alors, quand même, il y a 2 tiers des cadres qu'on a interrogés dans tous les pays, donc dans les 6 pays, qui ont une préoccupation quant à la fiabilité, de ces outils. Donc, une grande question qu'ils soulèvent, c'est le manque de clarté quant aux responsabilités il y a une mauvaise décision qui est prise. Donc qui est responsable Ah des oui. conséquences pour les conséquences? Donc il y a 28 des cas qui nous signalent ce problème-là. Des autres Mmh. 2 autres questions qui soulèvent, c'est, d'abord, parfois ne pas comprendre la logique des décisions ou des recommandations, de ces outils. Et puis finalement, il y a quand même, 27 des cadres qui nous disent qu'ils s'inquiètent pour la protection de la santé physique et mentale, des travailleurs, suite à l'utilisation de ces outils, qu'ils disent qu'ils sont pas certains que les travailleurs sont assez protégés. Pour qu'on comprenne bien, est-ce que, je sais pas, vous avez quelques exemples? Quel type d'outils pour faire quoi? Oui, alors bon, je pense que l'exemple classique, c'est l'économie des plateformes, donc les VTC et cetera, où il y a, les travailleurs obtiennent du travail, sont rémunérés et cetera, à travers d'algorithmes qui Mmh. décident tout, donc tout est automatisé. Et c'est comme ça qu'on a eu beaucoup on a entendu beaucoup d'histoires d'effets négatifs sur les travailleurs. Des travailleurs qui par exemple ne peuvent pas choisir quel travail ils acceptent, ils sont obligés, c'est une sorte de comment ça se dit en français? De gamification, donc c'est, Oui, hem, on essaie d'en faire ils du que ce soit un ludique? certain jeu au fait, donc ils sont poussés à travailler plus. Ensuite, on a entendu des histoires aussi de travailleurs qui ne peuvent
plus travailler sur une plateforme, mais justement et c'était de nouveau une décision automatisée. Alors, mais ça, c'est le secteur classique, où on entendait ces histoires et donc nous, dans notre étude, on voulait regarder dans les secteurs plus traditionnels. C'est dans le secteur de la logistique, des entrepôts. Donc là aussi, de plus en plus, on utilise ce genre de logiciel pour automatiser beaucoup de tâches, managériales, donner des instructions aux travailleurs: «Voilà, vous allez faire ça et ça dans cet ordre-là, dans ce temps-là». Et on va vous suivre, on va vous surveiller et on va vous noter aussi, donc noter votre performance et si vous n'atteignez pas certains critères de performance, voilà, vous serez, Ouais. licencié Il y aura des sanctions. ou des sanctions ou même licencié dans certains cas. Et alors, quels enseignements vous en tirez Une chose qu'on a appris, c'est que l'utilisation de ces outils n'est pas une question de l'avenir du travail, c'est quelque chose qui est déjà là. On utilise déjà ces outils et je pense que ces outils sont utilisés dans un contexte où la réglementation n'est pas nécessairement, tout à fait prête, que la protection des travailleurs n'est pas suffisante, je pense, dans de nombreux pays. Donc ça, c'est une chose qu'on a appris. On a appris deuxièmement que ces outils peuvent avoir ou selon les cadres qu'on a interrogés, ces outils pourraient avoir un effet positif aussi, dans la prise de décision, dans la qualité des décisions. Donc ça pourrait avoir un effet positif sur la productivité des entreprises, l'efficience et cetera. Donc il y a un aspect positif aussi. Mais en même temps, ce qu'on a appris, c'est qu'il y a des craintes, et ces craintes, il faut les adresser. Une chose intéressante dont on n'a pas encore parlé, c'est on a posé des questions aussi, dans cette étude sur ce que font les entreprises pour, justement améliorer la fiabilité de ces outils ou l'utilisation de ces outils. Et on a appris que les entreprises déjà entreprennent plusieurs choses. Donc il y a presque 2 tiers des entreprises qui nous disent qu'au moins qu'ils consultent les travailleurs lorsqu'ils utilisent ces outils ou quand ils implémentent ce genre d'outils. Donc il y a une sorte de conversation qui se passe entre eux. Et troisièmement, il y a d'autres entreprises qui nous disent qu'ils font des audits réguliers de ces outils pour voir si justement, ils sont fiables ou non. Merci beaucoup, Steinbroeck, économiste donc à l'OCDE. C'est la fin de cet épisode de Monde Numérique, l'hebdo. On se retrouve samedi prochain pour un nouvel hebdo. C'est logique, c'est toutes les semaines. Mais avant cela, j'aurai le plaisir de vous retrouver jour après jour pour les interviews en version intégrale, si vous ne les avez pas écoutées, si vous n'êtes pas abonné à la version premium sur Apple Podcast. Et puis, on parlera aussi la semaine prochaine de ce fameux sommet de l'IA. Voilà, on va voir ce qu'il en sortira. Merci d'écouter Monde Numérique jour après jour, semaine après semaine et mois après mois. Vous êtes de plus en plus nombreux. Merci pour vos commentaires sur les réseaux sociaux. Faites connaître ce podcast à vos amis. N'hésitez pas à leur envoyer pour les inciter également à écouter et à s'abonner. Abonnez-vous. Abonnez-vous également si vous le souhaitez et je vous le conseille à la newsletter de Monde Numérique. Là aussi, de plus en plus d'abonnés. Vous recevrez comme ça directement dans votre boîte mail chaque jour un article ou une interview ou une transcription de l'interview. Et puis le samedi, l'essentiel de l'actu qui est un peu la version écrite de l'hebdo. Si vous le souhaitez, mais il n'y a rien d'obligatoire, vous pouvez soutenir financièrement Monde Numérique, c'est évidemment très apprécié, en faisant un don. Il suffit pour cela de cliquer sur le lien en description de cet épisode. Aucune contrepartie, si ce n'est celle d'avoir le plaisir de soutenir un podcast indépendant sur la tech et pour qu'on ait le plaisir de se retrouver chaque semaine et même plus souvent encore. Ce qui est obligatoire en revanche, c'est de mettre 5 petites étoiles à Monde Numérique sur Apple Podcast et puis sur les autres plateformes lorsque c'est possible également. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine pleine de tech. Salut.